S'il y a bien un personnage de One Piece qui me déçoit particulièrement depuis l'ellipse, c'est bien Sanji. Un personnage qui brillait pourtant autrefois quasiment autant qu'un Zoro, bien qu'il soit toujours resté dans son ombre à mes yeux. Loin de moi l'idée de lancer un tel débat largement déjà gagné d'avance par le Z, mais au contraire, revenir sur les premiers arcs du manga dans lequel Sanji me faisait vraiment rêver. Et quoi de mieux pour cela que de revenir sur l'arc qui a notamment introduit notre cuistot préféré. Vous l'avez compris, s'il y a quelques mois de cela nous étions revenus sur l'arc du village de Shiro, qui introduisait quant à lui notre sniper d'élite, il est désormais temps de retracer l'histoire de One Piece dans son ordre chronologique, et cette fois-ci, cap sur l'arc du Baratie. Au programme, nostalgie et kiff total pour les fans de One Piece, mais avant ça, place comme toujours au générique. Salut à tous, c'est Otakult, on se retrouve pour le 4ème épisode de Rêverie, centré cette fois-ci sur l'arc du Baratie, un arc s'étalant à titre indicatif du 42e au 68e chapitre, soit 31 chapitres, recouvrant ainsi en partie le tome 5 jusqu'au tome 8 du manga. Ce dernier soulève de nombreuses thématiques intéressantes sur lesquelles on va revenir dans cette vidéo, mais qui introduit également plusieurs éléments nécessaires au développement de l'univers même de One Piece, donc contrairement aux impressions, je ne le considère personnellement pas vraiment comme un petit arc au vu de son importance dans la série. Comme toujours avant de commencer, nous allons nous remettre dans le contexte. Après avoir sauvé le village de Shiro des griffes du redoutable capitaine Kuro, et par la même occasion enrôlé Usopp, la troisième recrue de l'équipage des Mugiwara, nos héros font la rencontre de Johnny et Yosaku. Deux connaissances de Zoro sur lesquelles on ne s'attardera pas spécialement puisque je juge qu'ils n'ont pas forcément une grande importance si ce n'est de souligner les dangers que l'on peut rencontrer en mer, non pas seulement causés par les menaces que représente la marine aux yeux des pirates, ou de la concurrence de ces derniers, mais aussi par les maladies que l'on peut rencontrer durant les voyages. Leur apparition permet ainsi d'appuyer l'importance d'avoir un vrai cuisinier dans un équipage, qui aurait pour rôle de s'assurer de la bonne alimentation de ses compagnons. Yosaku et Johnny les conduisent alors vers le navire-restaurant Le Baratie situé en plein milieu des mers d'East Blue. Luffy a alors un nouvel objectif en tête, recruter un nouveau membre et donc un cuisinier pour son équipage, et c'est là-bas qu'un certain Sanji va tout de suite attirer son attention. Mais avant de nous concentrer pleinement sur les événements directement liés au Baratie, il est aussi important de souligner le départ de Nami qui était à ce moment-là tombé sur un certain avis de recherche d'un certain Arlong. Si à ce moment précis on ne savait pas encore de qui il s'agissait et que l'on ne connaissait encore moins le passif de Nami, Oda nous prouvait déjà sa maîtrise de la narration puisqu'à peine un nouvel arc entamé, qu'il préparait déjà le terrain pour le prochain. Malheureusement il écourtera assez vite Nami de l'arc, notre héroïne semblant totalement déboussolée et faussant ainsi compagnie à ses nouveaux amis. Donc comme vous avez pu le constater, bien que notre navigatrice n'apparaît finalement pas vraiment dans cet arc, Oda avait pris le soin de développer son personnage en aussi peu de temps. C'est fort et au passage cela confirme ma seule réserve concernant cet arc, puisque je trouve cela vraiment dommage que l'absence de Nami se soit révélée plus importante et plus utile que la présence d'Usopp durant cet arc. Ce dernier a littéralement servi à rien, et c'est assez regrettable puisqu'il s'agit de son tout premier arc en tant que membre à part entière de l'équipage du chapeau de paille. Alors certes, ce n'est pas dramatique loin de là, mais notre tireur d'élite aurait éventuellement mérité une petite scène histoire de le mettre un peu plus en lumière, pour marquer plus convenablement ses premiers pas en tant qu'aventurier. Fort heureusement pour nous, Oda se rattrapera sur son cas dès le prochain arc, mais on y reviendra dessus dès le prochain épisode, qui sera bien évidemment consacré à l'arc Arlong Park. On va maintenant pouvoir passer au cas de Sanji en revenant en premier lieu sur son apparition dans le récit. Autant dire que notre cuistot a su marquer les esprits d'entrée de jeu en atomisant notamment un client du navire-restaurant qui lui avait manqué de respect, et pas des moindres puisqu'il est question d'un lieutenant de la marine, et ça, c'était le dernier des soucis de Sanji. On ne plaisante pas avec la nourriture et encore moins en pleine mer lorsqu'on en a conscience de sa nécessité. Une première scène qui nous annonce non seulement la couleur en ce qui concerne le personnage de Sanji, qui regorge de conviction, mais aussi pour le lieu dans lequel on se trouve car les membres du Baratie vont très vite nous montrer qu'ils n'ont absolument pas peur de s'opposer à des clients qu'ils jugent hostiles et donc plus précisément aux pirates. On va bien évidemment avoir le temps de revenir sur le personnage de Sanji, mais j'estime qu'il est important de nous attarder sur Jin avant cela. Un pirate de l'équipage d'un certain Don Krieg, revenant non seulement tout droit de Grand Line, mais surtout rongé par la famine, ce qui accentue une nouvelle fois l'importance d'avoir un cuisinier dans son équipage pour pouvoir partir à l'aventure plus sereinement, mais surtout de façon sérieuse. Bien évidemment Sanji, fidèle à ses principes, tend la main à ce fameux pirate car le client est roi, un client qui a faim se doit d'être servi quelles que soient ses origines. C'est notamment lors de cette scène que Luffy nous révèle son intention de recruter Sanji dans son équipage, qu'ils échangent pour la première fois et que notre cuisinier aborde pour la première fois aussi son véritable but dans la vie. Quoiqu'il me semble que ce point-là est abordé dans un échange qui a lieu un petit peu plus tard, mais cela ne change pas grand-chose car vous le savez très bien, il y a plusieurs conditions qu'un personnage se doit de remplir pour rejoindre l'équipage de Luffy. Il doit non seulement faire preuve de caractère et surtout de conviction dans lequel notre héros se retrouve, assurer son rôle sur le navire, mais surtout avoir un rêve à réaliser qui lui est propre. Sanji lui parlera alors de sa volonté de trouver All Blue, la mère de ses rêves et de tous les désirs pour un cuisinier, mais qui hélas ne fait office que de mythe car personne n'a jamais réussi à s'y rendre. Un point qui étaye au passage un peu plus la mythologie et la richesse de l'univers de One Piece.
J'en profite pour revenir sur un des points les plus intéressants de cet arc, car si le personnage de Jin nous révèle que l'équipage de Don Krieg souffre de famine, il a surtout été dévasté par un certain homme lors de leur périple sur Grand Line. La mer de tous les dangers, la route de tous les périls, le cimetière des pirates. C'est à mon sens ici que la notion de danger de cette redoutable mer a été véritablement abordée pour la première fois avec sérieux, et totalement en opposition avec son aspect fantasmé par Luffy qui rêve de s'y rendre. Et c'est aussi ici qu'on a le droit à une spectaculaire entrée en scène de Mihawk, puisqu'il apparaît après les présentations de Don Krieg et de la menace que représente son armada sur les mers d'East Blue. Si la situation semblait tendue lors de son arrivée sur le navire-restaurant, cette tension est très vite réduite à néant lorsque ce fameux œil de faucon découpera l'immense navire du pirate à l'aide d'une simple lame. À ce moment-là, je me suis tout de suite dit « Ah ouais, Don Krieg j'en ai absolument rien à foutre, pour le coup, ce n'est toujours pas lui qui constituera une véritable menace pour Luffy, mais bien les pirates qui seront sur Grand Line. » Et quel pirate puisqu'on nous présente le plus grand bretteur au monde, œil de faucon, l'homme que Zoro recherchait, l'homme que Zoro s'est juré de surpasser, son but à atteindre, et je ne suis vraiment pas loin de penser que notre fameux épéiste m'ait bien fait plus forte impression que Sanji lors de son propre arc, parce que je suis désolé, son combat face à Mihawk, c'est incroyable. Si on peut appeler cela un combat, car certes, c'était en réalité totalement à sens unique, et on s'est tout de suite rendu compte que Zoro ne faisait pas le poids, il y avait une trop grande différence de niveau, de nombreuses classes d'écart entre les deux, mais ces scènes-là avaient principalement pour but de nous montrer la réelle force de caractère de Roronoa Zoro, le chasseur de pirates. Un homme qui ne reculera pas même devant la mort pour réaliser son rêve, et ça n'a pas de prix. Je pense encore à l'heure actuelle qu'il s'agit de l'une des scènes les plus marquantes de One Piece. Elle raconte tellement de choses et nous montre que nos héros ont encore un long chemin à faire et surtout une grande marge de progression qui promettait déjà à ce moment-là de très grandes choses pour la suite. Zoro fait alors la promesse à Luffy de ne plus jamais perdre. J'en ai encore des frissons rien que d'y penser quand on sait tout le chemin qu'il a parcouru depuis ce moment-là. Et cette force de caractère sera également reconnue par Mihawk, qui l'encouragera même à l'affronter de nouveau dans le futur. Encore une fois, cela fait sens avec tout ce que nous a habitué Eiichiro Oda, et ce qu'il continue encore à faire aujourd'hui, puisqu'il n'a jamais arrêté de faire des promesses à ses lecteurs, que ce soit en se servant de certains mystères qui seront révélés bien plus tard dans l'histoire, ou tout simplement ce genre de combat dont on a conscience qu'ils arriveront dans le futur. On ne sait pas quand, on ne sait pas où, ni dans quel contexte précisément, mais ce sont toutes ces questions qui donnent envie aux lecteurs de poursuivre cette longue et sublime aventure qu'est One Piece. La parenthèse Mihawk étant fermée, j'aimerais maintenant revenir sur le personnage de Don Krieg. Car bien que j'ai dit que je m'en foutais un petit peu, c'était surtout en comparaison avec Mihawk qui justement m'avait fait beaucoup trop forte impression. Je suis désolé, c'est comme me proposer une grosse tartiflette, puis finalement non, on annule tout, ce soir tu manges des pâtes. Alors certes, j'adore les pâtes, y a pas de souci, mais je vais rester sur ma faim quoi. Blague à part, Don Krieg a tout de même son utilité car après Baggy et surtout Kuro, il met en avant une nouvelle facette négative de la piraterie totalement en opposition encore une fois avec celle idéalisée par Luffy. Car que l'on le veuille ou non, durant l'histoire, la piraterie a toujours désigné la violence et une forme de banditisme pratiquée principalement sur les mers. Entre pillage de navires mais aussi de villes, leurs actions étaient essentiellement motivées par leur désir égoïste lié à la richesse, à la découverte de nouvelles contrées à conquérir et par conséquent à la soif de pouvoir. Donc bien que l'on sache que Luffy est un héros au grand cœur se définissant comme un pirate, plus il avancera dans son aventure et plus il réalisera que sa conception de la piraterie est bien trop idéalisée et qu'il va devoir rester fidèle à ses convictions. Même si l'on se doute que d'ici la fin, Luffy permettra par la même occasion d'apporter au monde entier une nouvelle image des pirates, celle d'hommes prônant avant tout la liberté. Donc c'est forcément intéressant de confronter une nouvelle fois notre héros à un pirate, un vrai pirate remplissant tous les plus mauvais critères, que ce soit la lâcheté, la fourberie, l'absence de considération envers ses propres hommes de main, et j'en passe. Bien entendu, Luffy n'a aucun mal à venir à bout de Don Krieg, et j'ai envie de dire heureusement, puisque c'était vraiment nécessaire que ses convictions à la fois pures et nobles terrassent celles d'un pirate ayant un aussi mauvais fond que Don Krieg. En parallèle, on a bien sûr également eu droit à de sacrés combats de Sanji, que ce soit face à Pearl, où il a pu nous démontrer l'extraordinaire force de ses jambes, mais je retiens surtout son excellent combat face à Jin, qui est clairement le meilleur de l'arc on peut le dire, au vu de tout ce qu'il représente et symbolise. Il a en tout cas permis une belle rédemption du personnage de Jin, qui a très vite pris conscience, et ce grâce à Sanji, que les méthodes de son capitaine n'étaient clairement pas les bonnes. Allant même jusqu'à trouver la volonté de se sacrifier pour ses ennemis, lorsque son propre capitaine avait usé d'un gaz toxique pour nuire à ses adversaires, toujours fidèle à sa grande lâcheté mentionnée plus tôt. On peut revenir sur le style de combat de Sanji qu'il doit à son mentor Zeff au pied rouge, que je n'ai pas encore mentionné, mais quel personnage encore une fois. Leur histoire et surtout celle de leur rencontre est vraiment touchante, et cela tombe bien puisque je n'avais pas abordé le passé de Sanji lors de l'épisode justement consacré au meilleur flashback de la série. Ils ont tous les deux réalisé l'importance de manger à sa faim lorsque l'on prend la mer, une thématique qui fait encore sens avec l'utilité de cet arc et ce qu'il raconte. Je vous invite vivement à lire le manga si vous ne suivez que l'anime car ce dernier censure souvent des scènes qui sont bien plus rudes dans le manga d'origine. Je pense bien évidemment à la fameuse scène où Zeff sacrifie sa propre jambe pour la manger, mais surtout de façon à pouvoir donner l'ensemble de leur vivre restant à Sanji. Le geste est touchant et relève assurément d'une grande classe lorsqu'on se dit que Zeff s'était consolidé une solide réputation par la force de ses jambes également. Un flashback assez triste, rempli de détresse et de solitude, mais qui se termine de la meilleure des manières, l'origine du baratie et ce qui fera plus tard son essence même. Comment ne pas être pris d'admiration pour ces deux personnages? Le départ d'un Sanji empli de gratitude envers son mentor est naturellement l'une des plus grandes scènes de cet arc, laissant ainsi son passé derrière lui pour pouvoir se projeter à son tour vers son rêve, celui de trouver All Blue avec l'aide de ses nouveaux compagnons.
Pour conclure, vous l'avez compris, je trouve qu'il s'agit encore une fois d'un très bon arc pour tout ce qu'il a raconté et surtout pour tous les éléments qu'il a mis en place pour la suite de l'histoire. Et on était pourtant qu'au début de One Piece encore une fois. Je garderai toujours un attachement particulier pour les arcs d'East Blue qui sont assez peu jugés à leur juste valeur à mon sens. C'est donc avec une grande hâte que j'ai de vous retrouver pour le prochain qui sera comme prévu dédié à l'arc d'Arlong Park, la première véritable menace pour l'équipage du chapeau de paille. Sur ce, on arrive à la fin de cette vidéo, donc j'espère qu'elle vous aura plu. J'attends bien entendu vos avis sur l'arc dans les commentaires, sinon n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne pas manquer les prochains épisodes, et je vous invite aussi à partager les vidéos parce que c'est le meilleur moyen de soutenir mon taf, tout simplement. Mis à part ça, vous pouvez aussi me retrouver sur mes différents réseaux sociaux, à savoir Twitter et Instagram. Bref, sur ce, portez-vous bien, quant à moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos, et surtout, on se reverra.「パーティーの主役」